Dans l'organisation, vous souhaitez que je fasse moi-même mon introduction? Vous souhaitez Euh, faire un petit... alors, ce qu'on peut faire, c'est simplement peut-être pour vous donner un contexte à tout le monde, comment est-ce que je suis rentrée en contact avec Anne-Sophie. Donc, en fait, j'ai pris connaissance de son travail lors d'un webinaire sécurité via Inforisque, donc qui était sur la responsabilité pénale. Et donc, j'en avais en effet parlé lors de la Task Force Sécurité. Et il a été, voilà, c'était intéressant de se poser la question s'il y avait des sujets sur lesquels on pouvait travailler avec elle pour bénéficier de son expertise. Et donc, à la suite des échanges au sein de la task force, mais pas que, aussi au sein du GFA, avec différentes expériences qui se sont passées sur site, il a été identifié que ce sujet était d'importance et d'intérêt pour vous, et que vous n'avez pas forcément toujours les clés aussi pour comprendre aussi toutes ces situations qui arrivent quand même assez rarement, heureusement. Et donc, du coup, comme Anne-Sophie travaille aussi avec la FFB, elle avait aussi toute une expertise qui était déjà engagée sur ces sujets. Et donc, du coup, c'est comme ça qu'on a trouvé le moyen de travailler ensemble et d'avoir cette présentation aujourd'hui. Donc, je vais m'arrêter là et Anne-Sophie, je vous laisse vous présenter par la suite. Merci beaucoup pour l'intérêt porté à ce sujet. Effectivement, je suis avocate associée du cabinet Square à Paris. Le domaine des risques industriels, je le pratique depuis plus de 10 ans, à la fois pour des industriels, mais aussi pour des compagnies d'assurance. Bonjour, excusez-moi, on vous entend très 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 mal. C'est mieux? J'enlève mon casque. Est-ce que c'est... Ah oui, rien à voir, merci beaucoup. Ok, très bien. Alors, j'enlève le casque qui n'était pas très pratique. Donc, ce que je disais, c'est que je suis associée du cabinet Square dans le pôle assurance et risques industriels. Et j'exerce dans ce domaine depuis plus de 10 ans, à la fois pour des entreprises, des industriels, mais aussi des compagnies d'assurance en responsabilité civile, à la fois en contentieux, mais également en conseil, notamment ce qui porte sur le risque pénal associé à un accident sur un chantier ou un accident sur un site. Et comme vous le rappeliez, Clarisse, effectivement, ce sont des besoins qui sont très souvent exprimés soit par les clients directement, donc c'est des formations que j'ai pu décliner chez eux, ou les aider finalement à mettre en place comment dire, un audit finalement juridique que ce soit leur délégation de pouvoir ou aussi la sensibilisation de leurs équipes au risque pénal. Donc soit directement pour les clients chez eux, soit pour des associations professionnelles. Vous avez cité effectivement la FFP. Voilà, donc moi j'ai vraiment ce travail préventif. À côté de ça, je travaille aussi avec l'AFNOR pour tout ce qui est normalisation et management des risques plus globaux liés à l'entreprise. Voilà. Au-delà, au-delà de ces aspects de droit pénal, j'interviens aussi dans des domaines de droit civil et d'analyse de police d'assurance, mais ça, je vous l'indique uniquement à titre informatif, puisqu'effectivement, ce ne sera pas le sujet qui va nous préoccuper aujourd'hui. Donc, la formation de ce jour, j'ai voulu la décliner en 4 points principaux. D'abord, faire un rappel sur la nature et les critères d'une infraction qui est liée à une défaillance de sécurité sur site. Ensuite, évoquer avec vous la responsabilité de l'employeur, la responsabilité pénale de l'employeur et de son délégataire, puisque souvent c'est une notion qui est employée par le Code du travail et on a tendance à penser que l'employeur, c'est forcément la personne morale. Or, ça peut aussi tomber sur une personne physique. Donc ça, je reviendrai sur ces différentes notions. Ensuite, comment se déroule finalement une enquête pénale quand un accident s'est produit sur site ou sur un chantier. Et quatrièmement, on verra le rôle de l'inspection du travail dans l'enquête pénale, puisque c'est effectivement un acteur qui a des pouvoirs un peu spécifiques dans le cadre d'une enquête pénale et dans le cadre aussi du suivi d'un accident de chantier. Voilà. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on déroule ces thèmes et si à l'issue de cette présentation, vous avez des questions, eh bien, je serai ravie d'y répondre. Donc, si on s'arrête sur les natures et les critères de l'infraction
qui est appréhendé dans le cadre d'un accident de chantier ou d'un accident sur site, on va distinguer les infractions qui vont être spécifiquement prévues par le code pénal et les infractions qui vont être prévues par le code du travail. Donc ça répond à deux logiques différentes et les deux sont cumulatives. D'accord? C'est pas simplement, on n'est pas appréhendé soit par le code pénal, soit par le code du travail. C'est effectivement les deux selon les situations. Donc, si on commence par les infractions du code pénal, ce sont donc en cas d'accident sur site et accident ce sont des délits qu'on qualifie de délits non intentionnels. C'est-à-dire que ce sont des délits qui sont commis sans intention finalement que l'accident se produise. Et c'est important de le signaler puisque la logique normalement de la poursuite pénale, c'est que vous avez une infraction qui est matérialisée. Je prends l'exemple classique d'un vol, c'est-à-dire qu'on a soustrait un objet, et la volonté de commettre cette infraction. Donc, dans le cas encore d'un vol, c'est qu'on a la volonté de prendre quelque chose qui ne nous appartient pas. D'accord? Et c'est la réunion de ces deux éléments qui, normalement, caractérise une infraction pénale. Dans le cadre d'un accident de chantier, d'un accident sur site, c'est quelque part un régime qui est dérogatoire puisque on ne va pas rechercher si la personne qui va être poursuivie et qui est très régulièrement un chef de chantier ou un employeur, on ne va pas regarder si cette personne a eu l'intention que l'infraction ou que l'accident se passe finalement. Le code pénal va lui simplement regarder d'autres critères qui sont ceux que je vous les ai listés ci-dessous et qui sont issus du code pénal. Simplement, elle va s'attarder à la question de savoir s'il y a eu une violation d'une règle de sécurité. Donc, je vous ai donné deux exemples de textes du code pénal. Les premières, c'est les atteintes involontaires à la vie et les atteintes involontaires à la personne humaine. Donc, le premier texte, évidemment, c'est la situation la plus dramatique, c'est-à-dire qu'il y a eu un accident et la victime est décédée. Alors que la deuxième situation, c'est les atteintes involontaires à la personne humaine, c'est-à-dire que la personne est blessée, voilà, plus ou moins gravement. Pour information, il y a aussi les atteintes aux biens, mais je ne les ai pas mentionnées ici, car ça ne donne pas toujours l'occasion d'une enquête pénale. Voilà. Donc ces deux textes, en fait, sont construits de la même façon. Vous voyez que c'est une infraction qui va être caractérisée dès lors que on constate une violation d'une règle de sécurité ou de prudence qui va être imposée par la loi ou le règlement et que c'est une violation qui va être faite par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou tout simplement un manquement et qui va causer dans le premier cas la mort et dans le deuxième cas une incapacité de travail plus ou moins longue. Mais dans les deux cas, on met bien l'accent sur le caractère involontaire de la survenue de l'accident. D'accord? Ça, c'est important parce que évidemment, et c'est bien heureux, quand on est à travailler sur un chantier ou sur un site, on n'a pas la volonté que l'équipe soit soumise à ce genre de situation. Donc, le code pénal fait quand même une distinction entre ce qui est la maladresse et l'imprudence et ce qui est la violation manifestement délibérée. C'est-à-dire que souvent, on me pose la question de se dire, oui, mais on avait mis en place toutes les diligences possibles, diligences normales en matière de sécurité. Est-ce que pour autant, si un accident se produit, je vais être confrontée aux dispositions du code pénal? Alors, il faut bien savoir évidemment que les juridictions s'intéressent concrètement à ce qui a été mis en œuvre sur site avant la survenance de l'accident. S'il est constaté que toutes les diligences normales avaient été prises et que à la fois les employeurs et les salariés avaient été correctement formés, correctement mis en garde et que finalement le risque zéro n'existant pas, le dommage s'est produit, on va considérer que il n'y aura pas d'infraction pénale. On va regarder si, compte tenu du contexte, il y a eu une négligence qui a été particulièrement grave, c'est-à-dire conscience d'un danger et pour autant avoir laissé perdurer une situation dangereuse. Je vous donne un exemple.
On avait eu le cas d'une entreprise qui faisait des tests sur des pièces automobiles à travers un système donc de radio, une radio des pièces, et donc avec une machine qui fonctionnait avec des rayons ionisants, donc avec un risque d'exposition radioactive pour ses salariés. La machine était tombée en panne et au lieu de se désactiver quand le travail fait sur la machine prenait fin, c'est-à-dire que la machine, on programmait la machine pour 15 secondes, elle faisait son test, elle s'arrêtait automatiquement au bout de 15 secondes, le salarié pouvait rentrer sans risque dans l'enceinte. Il se trouve que là, la machine avait un dysfonctionnement et on ne pouvait plus programmer automatiquement, ce qui fait que le salarié devait, avant de rentrer dans la pièce où se trouvait la machine, arrêter manuellement avec un bouton la machine. Donc, l'employeur avait été informé de cette situation. Pour autant, il n'avait pas fait arrêter l'activité. Et il s'est produit malheureusement ce qui arrive parfois, c'est qu'un jour, le salarié, par inadvertance, a oublié que la machine n'était plus dans un mode de fonctionnement normal. Et alors qu'elle était en train de réaliser des tests sur ses pièces, au lieu de passer auprès du poste de commande et d'éteindre manuellement la machine, il se trouve qu'elle est rentrée directement dans la pièce alors que la pièce fonctionnait. Donc en fait, là, l'employeur a été condamné. Et la question qui s'était posée, c'était de savoir est-ce que finalement il y a eu négligence ou non de la part de l'employeur quand il a donné l'autorisation à poursuivre l'activité, alors qu'il savait très bien que la machine fonctionnait en mode dégradé. Et dans ce cas, bien entendu, l'employeur n'a pas souhaité que la salariée soit irrégulière. En revanche, on a considéré de sécurité mise en place, quand bien même avait été informé que la machine fonctionnait en mode dégradé, il convenait de s'arrêter au niveau du pupitre de commande et d'appuyer sur le bouton stop et de bien s'assurer que la machine était arrivée avant d'entrer. On pourrait dire, voilà, on a mis en place un protocole. Pour autant, les juridictions ont considéré que la situation était une situation à risque, qui créait un danger, que l'employeur en avait connaissance, qu'en souhaitant poursuivre l'activité, finalement, il avait enfreint une règle de sécurité, et que sa connaissance de cette infraction, quand bien même il ne souhaitait pas qu'il y ait cet accident, était suffisant pour caractériser, au sens du code pénal, une atteinte involontaire à la personne humaine. Donc c'est évidemment des éléments très pragmatiques qui sont pris en considération. Il faut savoir quand même que les juridictions sont plutôt comment dire, assez strictes avec l'employeur qui n'aurait pas respecté une obligation de sécurité. Sachant que la notion d'obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, ça peut être soit une source légale, soit une source réglementaire, et au sens règlement, ça s'entend aussi des actes des autorités administratives ou une norme technique. Je vous donne un exemple, ce que je vous disais tout à l'heure, l'employeur qui s'est fait condamner pour l'irradiation involontaire de sa salariée, la norme qui a été visée par les juridictions, c'est une norme technique qui impose que les équipements qui émettent des rayons ionisants disposent d'une fermeture, d'un mode d'arrêt automatique dès que le cycle de test est passé. Voilà. C'était une norme technique. Pour autant, au regard de l'application de la loi, la juridiction a considéré que le non-respect par l'employeur de cette norme technique, c'est-à-dire d'avoir fait continuer l'activité avec le fonctionnement de cette machine en mode dégradé, était une obligation de sécurité ou de prudence au sens du code pénal, et que donc sa violation, son non-respect, même involontaire, par l'employeur, était de nature à caractériser l'infraction. Ensuite, sur la notion de manifestement délibéré, c'est ce qu'on précisait tout à l'heure, c'est que c'est une faute qui est grave, mais qui est évidemment sans intention de causer le dommage. On reste sur nos infractions involontaires. Donc, c'est que la personne qui va être poursuivie, donc l'employeur ou l'un de ses délégataires, on va regarder s'il avait connaissance du danger et que pour autant, il a persisté à commettre cette action ou même à commettre cette omission, c'est-à-dire ne pas intervenir pour protéger la sécurité de ses salariés. Ça peut être un autre exemple. Très récemment, on a eu dans une usine de fabrication de biscuits
une machine qui était installée depuis les années 90 et qui était un tapis roulant, qui ne disposait pas des carters de protection pour éviter que les salariés puissent avoir accès au tapis roulant et que leurs mains puissent être happées par la machine. Il se trouve que, évidemment, l'employeur n'avait pas la volonté que l'accident se produise, mais un jour, un salarié, par inadvertance, parce qu'il entendait un bruit sur la machine, a placé sa main sur le tapis roulant et la main s'est faite emporter. Il a été considéré que cet employeur savait que son équipement n'était pas aux normes puisque ne disposait pas des carters de protection, mais en le laissant en service, il avait créé un risque pour ce salarié et l'accident s'étant produit, ça a été considéré comme une infraction au code pénal. Donc ça, c'est des éléments prévus par le code pénal. Maintenant, il y a les infractions prévues par le code du travail. Donc je précise qu'on est bien dans une notion d'infraction, c'est-à-dire que ce sont le non-respect de certaines dispositions du code du travail sont sanctionnés par une peine d'amende pénale et parfois aussi par renvoi à des peines d'emprisonnement prévues par le code pénal. Donc en fait, la genèse de ces infractions prévues par le code du travail, elle est assez récente quand même. C'est qu'initialement, les manquements aux dispositions du code du travail n'étaient pas sanctionnés par des dispositions pénales. Ceci étant, le législateur et la pratique s'est rendu compte que s'il n'y avait pas une disposition pénale qui était attachée au non-respect d'une règle de prudence ou de sécurité en matière de droit du travail, eh bien, tout simplement, les employeurs ne prenaient pas suffisamment la mesure du risque et ne prenaient peut-être pas toujours, pas tous évidemment, mais ne prenaient peut-être pas toujours les mesures adéquates pour la protection de la santé et la sécurité des salariés ou des intervenants extérieurs qui pouvaient se présenter sur site. Donc, dans cette logique, le législateur a réfléchi et s'est dit, en fait, la seule façon de pouvoir réellement contraindre, et ça passe un peu par la peur, un employeur de respecter les dispositions du code du travail, c'est qu'il va falloir pénaliser certains manquements attachés au code du travail. Donc, les infractions, donc tout ce qui est en matière d'hygiène, santé, sécurité sur site, le code du travail y attache très fréquemment des infractions. Et ce sont des infractions qu'on dit préventive parce qu'il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu un accident. Si je vous donne l'exemple du carter tout à l'heure sur la machine, en l'occurrence, il y a eu un accident. Et c'est la raison pour laquelle l'inspection du travail et ensuite le procureur qui mène l'enquête a été alerté sur cette situation. Pour autant, vous pouvez avoir une visite de l'inspection du travail et qui, au cours de sa visite, constate un certain nombre de manquements, imaginons sur les équipements de travail ou sur une situation à risque. Ça peut faire l'objet d'une infraction aux dispositions du code du travail relevées par l'inspection du travail. Pour autant, il n'y a pas encore eu d'accident. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose qui est préventif et qui est là pour, on peut vraiment dire le terme, contraindre l'employeur à réaliser, à engager les coûts qu'il convient pour pouvoir rendre son site conforme. Alors, cette règle, elle est souvent opposée à un principe de réalité, c'est que engager des coûts effectivement pour pouvoir mettre aux normes certains équipements, ça peut être pas du tout anodin pour certaines entreprises, qui se retrouvent parfois effectivement avec le dilemme de être un petit peu en infraction avec les dispositions du code du travail, mais en même temps, ne pas avoir pour le moment les budgets pour mettre complètement aux normes l'équipement. Voilà, donc ça aussi, l'inspection du travail en a bien conscience et souvent, il y a quand même un partenariat qui est, comment dire, établi avec l'inspecteur ou l'inspectrice en mettant en place un planning. C'est-à-dire qu'il constate, il dit voilà, dans combien de temps vous estimez possible de pouvoir remédier aux non-conformités qui ont été relevées et puis faire un suivi avec lui. Voilà. Une disposition du code du travail qui est plus particulièrement intéressante dans notre cas, c'est l'article 47-41-1 du code du travail qui pose notamment la responsabilité de principe de l'employeur ou de son délégataire dès lors
qu'on est dans le non-respect d'une disposition spécifique du Code du travail en matière de santé, sécurité sur site, chantier, et qui peut parfois renvoyer aux infractions du Code pénal. Souvent, ça va être la mise à disposition des salariés d'un équipement de travail qui va être non conforme ou qui ne présente pas la sécurité adéquate. Voilà. Sachant qu'il faut savoir ici que la notion d'employeur désigne à la fois la personne morale et peut aussi désigner la personne physique. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un doute qui est laissé sur cette notion-là. Et souvent, les clients viennent me dire, mais attendez, moi je suis le chef d'entreprise, je ne suis pas l'employeur. L'employeur, c'est la société. Moi aussi, j'ai un contrat salarié avec la société. Et tout simplement, ce flou vient du fait que initialement, l'employeur, selon les textes, c'était la personne physique qui gérait l'entreprise. Et puis ensuite, pour des questions de solvabilité et d'indemnisation des salariés, on a étendu cette notion à la personne morale. Mais pour autant, il faut garder à l'esprit qu'il appartient au final au procureur, dans l'hypothèse où il y a des poursuites pénales qui sont engagées, c'est au procureur de décider s'il souhaite poursuivre uniquement la personne morale, uniquement la personne de l'employeur, personne physique, ou les deux. Alors, dans la grande majorité des cas, c'est tout de même la personne morale qui est poursuivie et non pas l'employeur directement. Donc, ce qui nous fait la transition avec la responsabilité pénale de l'employeur ou de son délégataire, comment on va identifier, comment aussi l'inspection du travail, les enquêteurs de la police judiciaire ou le procureur va identifier l'employeur, c'est que tout simplement, il regarde qui est la personne physique au titre du cabis. Ou si c'est une personne morale qui est présentée comme la dirigeante dans le cabis, on va remonter ensuite à la personne physique qui représente cette personne morale. Donc on regarde d'abord le cabis et la façon pour l'employeur, personne physique, d'échapper à sa responsabilité pénale, c'est de donner une délégation de pouvoir efficace à un tiers au sein de son entreprise. Donc le travail que moi je réalise souvent avec des clients, c'est de revoir les délégations de pouvoir qui sont en place, puisque effectivement, il y a des gérants de sites qui me disent, mais écoutez, moi, je ne suis pas présent sur site tous les jours, voire mes équipes vont travailler sur des chantiers et moi, je suis au bureau. Je ne peux pas tout regarder et pourtant, mon nom est sur le cabis et je ne souhaite pas porter la responsabilité pénale pour l'intégralité de ce qui se passe. Donc ce que je recommande, c'est de s'assurer que les délégations de pouvoir sont bien en place et par bien en place, il faut qu'il y ait pas non plus de trou en temporalité. Vous voyez, il faut vraiment parce que la poursuite va être engagée, et on va regarder qui, au moment de l'accident, avait la responsabilité pénale. Donc si vous aviez une délégation de pouvoir qui va jusqu'au mois de juillet et qu'au mois d'août, il y a un accident et qu'ensuite vous avez recruté une nouvelle personne qui va être, j'en sais rien, responsable de la santé sécurité du site, mais qu'entre le recrutement de cette personne, il n'y a rien eu comme délégation de pouvoir, et ben la responsabilité va remonter de nouveau à l'employeur personne physique qui va être identifié dans le cabis. Donc ça, c'est pour la temporalité. Et ensuite, pour une délégation de pouvoir bien rédigée, c'est qu'il faut s'assurer que la personne à qui on a confié cette délégation de pouvoir a bien les moyens, l'autorité et la compétence pour pouvoir avoir cette responsabilité. Et qu'il a évidemment accepté d'avoir cette responsabilité pénale en lieu et place de l'employeur. Voilà, c'est la façon la plus efficace pour un dirigeant de reporter sa responsabilité pénale. Sachant qu'il peut évidemment donner sa responsabilité pénale aux responsables santé, sécurité, hygiène sur site. Voilà, c'est très cas de lui donner cette responsabilité ou alors de déléguer, si c'est un groupe industriel, à chacun des directeurs de site du groupe. Voilà. Ça, c'est pour la responsabilité de la personne physique. Pour autant, la responsabilité pénale de l'employeur peut aussi viser la personne morale. Donc, le principe de responsabilité de la personne morale, elle est posée au code pénal, qui dit que finalement les personnes morales, donc les entreprises, sont responsables pénalement des infractions qui sont commises pour leur compte par leurs organes ou représentants. Donc pour ça, il y a 3 conditions. Il faut évidemment constater une infraction commise, qui va être imputable à la personne morale, par l'un de ses représentants, sachant que l'un de ses représentants, ce n'est pas forcément la personne identifiée sur le cabis.
le représentant d'une personne morale, ça peut être quelqu'un qui a une délégation de pouvoir. D'accord? Donc ça va être la personne physique qui peut, engager, la responsabilité de la personne morale et il faut que l'infraction ait été commise pour le compte de la personne morale. Sachant que la jurisprudence considère que si l'infraction a été commise dans le cadre de l'activité, elle est forcément considérée comme commise pour le compte de la personne morale. L'exemple que je vous donnais tout à l'heure sur l'irradiation de la salariée, la personne morale a été poursuivie et condamnée, puisqu'on a considéré que la faute qui avait été commise par le dirigeant personne physique, donc qui avait été identifié pour le cabis, pour ne pas avoir arrêté la machine alors que la norme technique imposait de ne pas utiliser des équipements qui n'avaient pas qui ne s'arrêtaient pas une fois la phase de test effectuée, qu'il était interdit de prévoir un arrêt manuel, les juridictions ont estimé que l'accident est intervenu pendant l'activité de l'entreprise, puisque je rappelle, l'activité de l'entreprise, c'est le test sur des pièces automobiles, et que cette infraction, cet accident ayant un lien finalement avec l'activité commerciale de l'entreprise, est forcément rattaché à celle-ci. Et ensuite, il suffisait juste de caractériser si le manquement avait été commis par une personne physique rattachable à l'entreprise. Là, on avait rattaché les juridictions avaient rattaché la faute au gérant et la personne morale avait été condamnée pour l'accident causé à la salariée. Donc là, c'est quelques exemples de représentants d'une personne morale. Donc un salarié titulaire d'une délégation de pouvoir en matière d'hygiène et de sécurité et un représentant de la personne morale qui peut donc engager la responsabilité de celle-ci en cas d'accident. Pour tous les autres exemples qui sont donnés ensuite, c'est vraiment bien pour préciser que la personne morale, on ne peut pas simplement dire voilà, c'est elle l'employeur ou c'est cette société dans laquelle il s'est produit cette infraction, donc c'est forcément elle qui est responsable. Non, les juges doivent vraiment caractériser qui est la personne physique qui, au sein de la société, a commis cette faute. Donc, soit le dirigeant, s'il n'y a pas de délégation de pouvoir, soit si le dirigeant arrive à démontrer qu'une délégation de pouvoir a été mise en place de manière effective vers un autre salarié, il peut essayer de s'en dégager et la juridiction va essayer de caractériser une faute commise par cette personne pour pouvoir engager la responsabilité pénale de l'employeur. Je tiens à préciser, mais vraiment sans rentrer dans les détails, que ce n'est pas parce qu'il faut établir une faute commise par une personne physique pour engager la responsabilité pénale de la personne morale, que pour autant, ça veut dire que la personne physique va faire l'objet de poursuites pénales. D'accord? C'est vraiment 2 choses à distinguer. Le procureur peut se dire: «Voilà, il y a une faute qui a été commise par cette personne physique», ça engage la responsabilité pénale de l'employeur, mais la personne physique elle-même n'est pas responsable pénalement. Sinon, ce serait considéré qu'il y a à chaque fois, une automaticité des poursuites et contre la personne physique et contre la personne morale. Il faut vraiment déterminer une faute personnelle et précise qu'a commis, l'employeur, personne physique, pour pouvoir engager sa responsabilité ou le représentant, de la société qui aurait une délégation de pouvoir. Donc il y a vraiment pas du tout cette automaticité entre responsabilité pénale de la personne morale, responsabilité pénale de la personne, physique. Voilà, donc ensuite, maintenant qu'on a, donc on a eu un accident, qui a donc entraîné des conséquences, donc soit un accident, hein, qui cause un décès, soit avec des blessures. Donc il faut que ce soit suffisamment grave pour que, ça entraîne, une enquête pénale. Donc, l'enquête pénale va identifier qui sont les différents, protagonistes de l'accident et va les convoquer. Donc l'enquête préliminaire, c'est une enquête préliminaire aux poursuites pénales qui vont être ensuite engagées pour le procureur. Elle sert à quoi? C'est tout simplement à récolter, des éléments, de preuve, des éléments des témoignages qui vont finalement pouvoir permettre de rebâtir le scénario de l'accident et établir si, des fautes ont été commises ou, si finalement, personne, n'a eu un comportement, répréhensible. Donc c'est une enquête qui a pour objet des investigations destinées à fournir au procureur les renseignements relatifs
faits susceptibles de constituer une infraction afin qu'il ait de la suite à lui donner. Très important, ce n'est ni les enquêteurs ni l'inspection du travail qui décident des poursuites pénales. Ils vont, eux, monter un dossier et sur la base de ce dossier, c'est le procureur qui va finalement décider s'il faut renvoyer devant un tribunal qui, lui, prendra la décision. Voilà, parce que c'est souvent un peu la crainte aussi que des clients ont. Ils me disent, voilà, je suis convoqué devant l'inspection du travail parce qu'il y a eu tel accident sur site tel jour. Est-ce que l'inspecteur du travail peut finalement me condamner? Alors, je sais que c'est très inquiétant déjà d'être convoqué dans le cadre d'une enquête pénale, d'autant que souvent l'inspecteur du travail précise je suis mandaté par le procureur de la République pour pouvoir mener cette enquête. Mais pour autant, ce n'est pas au stade de l'enquête que l'inspecteur du travail, ce n'est pas lui qui va prendre la décision finalement de poursuivre ou non. Voilà, il va juste recueillir des éléments pour le compte du procureur. Donc, l'enquête, elle est menée soit par les officiers de police judiciaire sous le contrôle du ministère public et avec l'appui de l'inspection du travail, soit elle peut être aussi menée directement par l'inspection du travail, toujours sur le contrôle du ministère public. En fait, l'inspection du travail, c'est une autorité administrative qui a, au regard du code pénal, des pouvoirs exorbitants qui lui permettent de convoquer dans ses locaux les personnes vis-à-vis desquelles il est soupçonné qu'elles aient pu commettre, de convoquer des témoins, d'entendre des témoins, de rédiger des PV d'audition et de les transmettre au procureur, exactement de la même façon que feraient des officiers de police judiciaire. Et c'est exactement le même formalisme que devant un officier de police judiciaire. Devant les officiers de police judiciaire, vous êtes convoqué directement au commissariat, tandis que si vous êtes convoqué par l'inspection du travail, ça va être dans les locaux de l'inspection du travail. Et le déroulement de l'enquête est exactement la même. Entre le choix entre les officiers de police judiciaire et l'inspection du travail, c'est plutôt des questions d'opportunité, selon la charge de travail des officiers de police judiciaire, et aussi parce que la spécificité du droit du travail et souvent aussi la connaissance qu'ont les inspecteurs du travail de certains sites fait que les OPJ délèguent aussi, enfin c'est le procureur qui choisit en disant bah, cette infraction-là, je vais plutôt solliciter l'inspecteur du travail pour qu'il réalise son enquête, sachant que même quand c'est les OPJ qui font l'audition, il n'est absolument pas rare que dans le fond de la pièce se trouve l'inspection du travail qui va aussi orienter les questions et qui a peut-être même préparé les questions en amont avec les officiers de police judiciaire. Donc, ce que je voulais vous préciser aussi, c'est que donc, quand on est convoqué dans le cadre d'une enquête par les OPJ ou par l'inspection du travail, j'ai focalisé uniquement sur 2 statuts. J'ai focalisé sur le témoin et sur le suspect libre. Parce que la différence qui existe entre une enquête menée par les officiers de police judiciaire et une enquête qui va être menée par l'inspection du travail, c'est que l'inspection du travail ne peut pas retenir pour les infractions les plus graves, ne peut pas retenir un suspect en garde à vue. Tout simplement parce qu'on ne peut pas le retenir dans les locaux de l'inspection du travail. Alors que quand on est convoqué par un officier de police judiciaire pour des infractions très graves, la garde à vue peut être prononcée. Voilà, j'ai eu un exemple parce qu'on s'imagine toujours que ça va être que lié au grand banditisme, mais parfois, et de manière peut-être un peu déloyale, la garde à vue peut être utilisée par des officiers de police judiciaire. Je l'ai vu contre un coordinateur santé sécurité, tout simplement parce qu'il y a eu un accident, une personne a chuté et décédée. Il a considéré que le travail n'avait pas été, finalement que ce professionnel n'avait pas suffisamment pris les mesures des risques en lien avec l'accident. Il a eu garde à vue, tout simplement parce que ça permettait aux enquêteurs aussi de faire pression sur lui et d'obtenir les renseignements qu'ils souhaitaient avoir. Donc ça, le système de la garde à vue ne peut pas être mis en œuvre devant l'inspection du travail, tout simplement parce que les locaux ne sont pas adaptés. Ensuite, comment ça va se dérouler une enquête pénale? Donc, pour ce qui est du témoin. Donc un témoin, c'est une personne qui est entendue dans le cadre d'une enquête à l'encontre de laquelle il n'existe aucune raison plausible de soupçonner qu'elle a commis l'infraction.
Donc ça veut dire que c'est une personne qui va se présenter devant les officiers de police judiciaire ou devant l'inspection du travail et qui va simplement venir répondre à des questions pour essayer de clarifier un petit peu ce qui s'est passé. Souvent, c'est des gens qui ont eu accès enfin, qui ont soit un rôle particulier dans l'entreprise de responsabilité, mais pour autant ne sont pas responsables pénalement, ou des personnes qui ont assisté en tant que témoins à l'accident ou à certaines pratiques de l'entreprise. Si je reprends mon exemple de tapis roulant qui avait embarqué le bras d'un salarié, ont été convoquées notamment les personnes qui étaient présentes autour du salarié victime ce jour-là, et notamment la personne qui avait aidé à appuyer sur le bouton d'urgence et qui avait aidé à finalement débloquer le salarié et qui avait l'habitude de travailler sur cet équipement et pour lesquels on l'avait interrogé sur le point de savoir si c'était normal que cet équipement soit en route ce jour-là. Est-ce qu'il était normal est-ce que c'était habituel que les salariés se travaillent aussi proche d'un équipement qui ne présentait pas finalement les caractères de sécurité, etc., etc. Donc, il va répondre à un certain nombre de questions, sans que ce soit un risque pour lui au regard de sa responsabilité pénale. Il n'est pas du tout dans le viseur du procureur. Je le précise parce que j'ai déjà préparé des témoins pour leur expliquer un petit peu comment se présenter le déroulement d'une audition de témoin. Et je sais qu'en fonction des caractères, ça peut être très effrayant d'être convoqué dans le cadre d'une enquête pénale en lien avec un accident du travail. Et moi, ma recommandation, quand on est convoqué comme témoin et qu'on ne le sent pas du tout, parce qu'on est effrayé, parce que on n'a pas envie de revivre l'événement traumatisant, parce que voilà, on a vu un collègue avoir un accident grave ou peu grave, mais c'est quelque chose qui peut être vraiment psychologiquement impactant. J'ai tendance à dire que dans ces cas-là, il vaut mieux voir avec l'inspection du travail pour ne pas se présenter, se sentir pas capable, ou même envoyez-moi les questions, mais je vous répondrai, mais je me sens pas apte à me présenter. Voilà, parce que voilà, il y a différents enjeux qui peuvent se jouer, et si on ne se sent pas dans la possibilité de venir s'exprimer, mieux vaut ne pas venir. Voilà, ça participe aussi à toute une stratégie du dossier pénal. Donc, une fois que le témoin a donné tous les éléments d'information tels qu'ils ressortent des questions posées par l'officier de police judiciaire ou l'inspection du travail, c'est une audition qui va être signée et qui va être donc, par l'officier de police judiciaire ou l'inspecteur du travail, et ensuite qui va être transmise au témoin, qui doit relire bien son PV d'inspection, son PV d'audition, et le signer uniquement s'il est d'accord avec les éléments qui sont présentés dans le PV. Parce que entre parfois se dire bon ben j'ai voulu donner cette réponse, j'ai donné cette réponse, et puis quand elle est retranscrite, finalement c'est pas exactement l'idée qui a voulu être passée par le témoin. C'est important que le document final qui sera mis dans le dossier soit conforme avec ce que le témoin avait en tête. Donc ça, c'est le témoin. Quand on parle d'une audition de suspect libre, c'est une personne qui va être entendue dans le cadre de l'enquête et contre lequel on estime qu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis l'infraction. C'est un statut différent. Je laisse de côté la garde à vue, où c'est l'étape encore supérieure, où il a des raisons très plausibles de soupçonner que cette personne a commis l'infraction. Et il faut le retenir dans les locaux de police parce que ça répond à une exigence soit d'éviter de destruction des preuves ou tout simplement, et c'est bien malheureux, mais aussi un moyen parfois de pression qui est utilisé. Donc pour le suspect libre, lui, il n'est pas retenu dans les locaux et il a le droit finalement de répondre aux questions ou de se lever et décider de partir. À la différence du témoin, il peut être assisté par un avocat au cours de l'audition si c'est une infraction qui est suffisamment grave, alors que le témoin, la logique, c'est que finalement rien ne lui est reproché, on veut juste avoir sa vision des faits, et comme il n'a pas de risque de poursuite pénale, on considère qu'il n'a pas de raison d'être assisté par un conseil juridique. Contrairement au suspect libre qui, lui, on sait on pense potentiellement que sa responsabilité pénale va être engagée et que du coup, il va être défendu par un avocat au cours de l'audition
et cet avocat est présent. Voilà, sachant que pendant une enquête pénale, ce n'est pas une plaidoirie de l'avocat. L'avocat est là pour préparer le suspect à son audition, lui présenter la façon dont l'audition va se préparer. On va préparer les questions, on va essayer de voir comment y répondre. Donc ça, c'est parfaitement admis. Mais c'est la personne qui est auditionnée et qui répond directement aux questions. Et l'avocat, lui, ne va formuler que des observations en fin d'audition. Voilà, c'est pas lui qu'on va entendre. Il va y avoir la même logique que pour l'audition de témoin, c'est qu'on va établir un procès-verbal écrit qui va être signé par le suspect. Et le suspect signe si, en relisant son PV d'audition, il considère que ce qui a été dit, ce qui a été rédigé, est conforme à ce qu'il était dit. Voilà. Mais bon, l'idée, c'est pas de changer complètement, disons, de ce qui a été donné comme élément d'information, mais c'est de faire des précisions. Voilà, dire, bon, écoutez, là, vous avez noté que j'étais dirigeant de la société, c'est pas tout à fait exact, je ne suis que chef du site de telle usine. Voilà, c'est ce genre de précision. Donc, le rôle de l'inspection du travail dans le cadre de l'enquête pénale, on l'a un petit peu abordé. Donc, le rôle de l'inspection du travail, c'est qu'il a des pouvoirs qui sont assez larges, c'est qu'il peut entrer et se déplacer dans tous les établissements où s'applique le droit du travail et sans avoir besoin de s'annoncer. Il a un droit de visite, c'est son droit de visite qui a fait respecter par l'employeur. Alors, selon la relation qu'on peut entretenir avec l'inspecteur ou l'inspectrice du travail, il peut prévenir en disant voilà, je vais revenir sur site tel jour pour voir si les modifications ou les améliorations que vous m'avez présentées, qui allaient être mis en œuvre sur vos équipements de travail, je vais voir où ça en est et voir si vous les avez effectivement mis en œuvre. Donc, il peut transmettre des observations et des mises en demeure de se conformer à ces observations. Exemple, on avait chez un client un système une machine de palettisation, c'est-à-dire que on prenait des paquets d'emballage d'un produit alimentaire que les salariés mettaient dans un carton, ils prenaient le carton, ils le mettaient derrière eux sur un tapis roulant qui allait embarquer le carton. Et il y avait eu un accident, pas grave du tout, sur cette machine, mais pour autant, c'était déclaré à l'inspection du travail, qui était venu et qui avait dit: «Mais attendez, cette machine avec cette rotation, finalement, ça va créer un risque, de maladie professionnelle pour ce salarié. Donc en fait, qu'est-ce que vous allez mettre en place pour que, la rotation du salarié soit, moins pénible pour lui?» Donc voilà, ça peut être le cadre d'observation, qu'il va transmettre. Il va dire: «Qu'est-ce que vous avez mis en œuvre?» L'entreprise va répondre: «Bon, bah, moi, ce que j'ai mis en œuvre, c'est on va, commander tel et tel équipement complémentaire. En revanche, on va les mettre en place, sur le 2e semestre de l'année, 2025». Bon, heu et après l'inspection du travail va faire un suivi. Si, après plusieurs observations, il considère que, les mesures, qu'il estime adéquates n'ont pas été, mises en œuvre, il peut transmettre des mises en demeure. Donc ça, c'est l'étape supérieure, de se conformer à ces observations. Voilà. Si malgré ces observations et ces mises en demeure, rien n'a été fait, comme je vous le disais tout à l'heure, le code du travail prévoit des infractions spécifiques, même sans accident. Donc il peut très bien dresser un PV et dire: «Écoutez, j'ai constaté en arrivant sur site que, les mesures de protection, de sécurité sur certains équipements n'étaient pas mis en œuvre sur site. J'ai transmis ces observations, je vous ai mis en demeure de le faire. Pour autant, je ne vois absolument aucune évolution, donc je vais dresser un PV d'infraction». Voilà. Et après ça lance, l'action, devant le procureur. Bon, il est bien entendu que quand on est dans le cadre d'une infraction préventive du code du travail, on fait surtout face, à, des amendes, pénales, qui sont quand même d'un montant, qui peuvent plus ou moins être élevés quand même selon la taille de l'entreprise, mais c'est sûr qu'on fait pas face à, des peines de prison, comme si, on avait eu un accident qui avait entraîné un décès malheureusement ou un dommage corporel, grave.
Voilà. Donc, à la question, quand on me pose, voilà, quelle finalement attitude on doit adopter avec l'inspection du travail, parce que souvent l'inspection du travail de un certain nombre de documents qui sont plus ou moins conservés, accessibles ou conservés de manière exhaustive. Donc, ce qui est certain, c'est que moi, ce que je recommande dans ces cas-là, c'est de ne pas être non plus trop bloquant vis-à-vis du travail de l'inspection, de l'inspecteur, parce qu'ils ont quand même des pouvoirs exorbitants, mais que si vous avez le moindre doute vis-à-vis de l'attitude à adopter vis-à-vis de l'inspecteur, parce qu'il a déjà dressé certaines observations, parce que vous êtes dans une phase de mise en demeure, je recommande quand même de faire appel à un conseil juridique qui va vous aider finalement à soit un conseil externe, soit basculer ou un juriste interne si vous avez du coup la ressource interne pour pouvoir au mieux préparer la visite de l'inspecteur et finalement euh, se préparer au mieux dans son rapport avec lui et dans les différents éléments qui peuvent vous demander. Voilà. Pour être sûr que finalement, dans les éléments qui seront transmis, il n'y a pas quelque chose qui va mettre plus à risque l'entreprise. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous préciser sur à la fois sur le déroulement d'une enquête pénale et finalement le rôle des différents acteurs. Il est évident que on pourrait largement plus entrer dans le détail de chacun de ces points. Et si vous avez la moindre question, évidemment, je serais ravie d'y répondre dès maintenant ou même un peu plus tard. Voilà, donc je vous ai mis aussi mes coordonnées si jamais vous avez la volonté je sais pas, de creuser le point ou de dupliquer cette intervention plus précisément auprès de vos équipes. Voilà, n'hésitez pas à me contacter et dans les médias, je serais ravie d'entendre vos commentaires, vos retours d'expérience ou tout simplement vos questions sur le sujet. Bah, merci beaucoup Anne-Sophie, c'était dense, riche et très instructif. Il y a eu quelques questions du coup qui ont été posées dans le chat. Donc je vais me permettre de les poser. Et si jamais il y a d'autres questions en chemin, n'hésitez pas à intervenir. Donc première question, donc, c'est pas mal sur les délégations de pouvoir du coup. Oui. Donc la délégation de pouvoir est-elle obligatoirement écrite ou cela peut-il être démontré par des faits? Alors, la jurisprudence estime que la délégation de pouvoir, elle n'est pas forcément écrite, elle peut être factuelle. Après, c'est toute la question du caractère probatoire de la délégation de pouvoir. Il est évident que si vous avez un document écrit avec en plus la date, ce sera d'autant plus facile pour éviter une responsabilité pénale de pouvoir sortir le document et dire, écoutez, moi, je donne un exemple, le 1er janvier 2025, il y a une délégation de pouvoir efficace qui a été mise en place, je ne suis plus responsable. Si vous avez la possibilité de démontrer par des faits, mais ce qui est bien plus compliqué, que telle personne a la responsabilité, a la compétence et a l'autorité nécessaire pour pouvoir considérer qu'il était réellement celui en charge de l'activité pour lequel il y a eu cet accident. Ça peut valoir comme délégation de pouvoir, mais encore une fois, c'est au stade probatoire qu'il est plus difficile de s'harmoniser. Parce qu'au final, la problématique, elle est toujours la suivante, c'est qu'une fois qu'il y a un risque pénal, on se repasse un peu la balle et c'est un peu une vision globale, stratégique au sein de l'entreprise. C'est-à-dire que, souvent on se dit: «Bon, bah, c'est le chef d'entreprise, c'est lui qui gère les équipes, c'est à lui de porter la responsabilité pénale», versus le chef d'entreprise qui dit: «Bah, non, moi j'ai quand même délégué à des personnes qui ont accepté de prendre en charge cette responsabilité, mais en même temps, j'ai pas envie de les pousser sous les roues du bus». Vous voyez? Donc c'est un peu ça. C'est que si c'est factuel, c'est bien, mais tant qu'il y a pas de problème et ben, à la limite ça tourne, mais le jour où il y a un souci, ça évite quand même, les discussions. Ok. Donc recommandation, un écrit. Alors, je vais rester sur les questions liées aux délégations de pouvoir et après on fera le thème sur les témoins. Oui. Est-ce que les délégations peuvent descendre à plusieurs niveaux dans l'organisation? Et la question suivante, c'est en fait, pareil, il y a des chefs d'équipe ou des chefs d'atelier qui prennent des décisions au quotidien en matière de sécurité. Est-ce que leur responsabilité peut être engagée alors qu'il n'y a pas, pareil, de délégation de pouvoir formalisée?
Il n'y a pas de délégation de pouvoir formalisée et qu'on retombe sur l'aspect factuel, encore une fois, ça dépendra de ce qu'on est capable de démontrer. Mais bon, factuellement, c'est toujours plus compliqué. Et il peut y avoir des délégations de pouvoir en cascade, effectivement. Ceci étant dit, moi, les 2 recommandations que je fais, c'est que si vous avez, on va dire, un responsable de niveau 1, puis un responsable de niveau 2, je vois l'intérêt de donner d'abord l'intégralité de la délégation de pouvoir au responsable de niveau 1 pour ensuite tout redéléguer au niveau 2. C'est-à-dire que je vois pas l'intérêt de faire pas en fait pour le responsable de niveau 1, sauf à le rendre responsable aussi. Alors que selon moi, il est plus adéquat, sachant que le chef d'entreprise, il est responsable de tout ce qui se passe sur son site, que ça va des aspects commerciaux à la santé, sécurité. Donc moi, ce que je recommande, c'est que s'il a une personne dédiée à la santé sécurité qui a été recrutée, que finalement cette responsabilité soit directement déléguée à cette personne-là, plutôt que passer par exemple par un directeur d'usine qui va lui-même redéléguer. Après, c'est pas impossible. La seule chose, c'est que si on fait par crans successifs, à ce moment-là, je recommande que le premier délégataire, on va dire, conserve aussi une part de responsabilité, parce que sinon, s'il est juste passe-plat, ben, il va être potentiellement impacté parce qu'on va dire, bah, attendez, vous aussi, vous avez une délégation de pouvoir, alors qu'au final, l'intégralité va être déléguée à quelqu'un d'autre. Vous voyez? Aussi, après, en cas de contentieux, s'il y a un risque de confusion, on va dire, mais finalement, quelle est la différence entre cette personne-là qui a une délégation de pouvoir et cette personne-là qui va avoir une sous-délégation de pouvoir? Mais quand je lis les documents, ils sont exactement conformes. Donc, encore une fois, c'est possible, mais avoir à bien faire les articulations. OK. Alors dernière question sur la délégation de pouvoir, même si je pense qu'on pourrait, avoir des précisions sur chaque élément. Donc il y avait la compétence, l'autorité, et le dernier point m'échappe. Tac, 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 compétence, autorité et moyens. Mais du coup, il y a une question de précision sur qu'est-ce qui caractérise la compétence? C'est en fait s'assurer, que la personne est techniquement, enfin que sa délégation de pouvoir est compatible avec ses connaissances et ses compétences. Je vous donne un exemple, on ne va pas faire une délégation de pouvoir en matière de santé, sécurité sur site à un comptable. Oui. Parce que c'est ça. Il est pas quand bien même il signerait le document, on dirait: «Mais qu'est-ce que vous y connaissez?» Ou alors même quand on va imaginons, on va, recruter un salarié et on va lui dire: «Vous êtes responsable santé sécurité». Mais c'est une personne qui n'a jamais eu aucune formation sur la santé sécurité, qui ne connaît pas ces sujets, on considère qu'il n'a pas la compétence. OK. Et alors du coup, après je donne la parole à Virginie, juste du coup sur la notion de moyens, parce que pareil, on a la question notamment de Charline, quand on a la responsabilité, mais qu'on n'a pas les moyens financiers, pour, faire, des changements, par exemple, d'un point de vue sécurité, qu'est-ce qu'on entend par avoir les moyens? Alors là, la question des coûts financiers, ça va sortir des moyens. Les moyens, c'est pas forcément dans le sens de la délégation de pouvoir ou des moyens au sens financier. Les moyens, c'est-à-dire, c'est que est-ce que la personne qui va être le salarié, elle va être, on va lui donner la possibilité d'exercer ses fonctions, correctement. Je donne un exemple complètement, heu, peut-être, qui est vraiment je force le trait, de manière volontaire. Ça va être une personne qui va être considérée comme étant responsable de la sécurité santé, sur site, mais qui, au final, ne peut jamais faire une réunion de sensibilisation, parce que, le chef d'entreprise va considérer que, bah, non, en fait, c'est une perte de temps de faire des réunions avec les salariés sur la santé sécurité et là, elle va se dire: «Oui, bah, j'ai cette délégation, mais au final, je ne peux jamais sensibiliser les équipes parce qu'on me laisse jamais la possibilité, de venir». Vous voyez? Et si après on prend l'argument sur l'autorité, ça va être, un chef d'entreprise qui va, recadrer ou dire, «Finalement, vous êtes responsable santé sécurité, mais pour toutes les décisions que vous allez prendre au sein de l'entreprise, vous en référerez toujours à moi». Il a pas l'autorité quelque part, puisque c'est le chef d'entreprise qui va la conserver. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention à la rédaction, de la délégation de pouvoir. Évidemment qu'un responsable santé sécurité doit aussi en référer au chef d'entreprise pour le tenir au courant de ce qui se passe dans son entreprise. Mais si
il a juste un pouvoir finalement de faire remonter l'information et puis après, c'est santé sécurité qui s'en occupe, ça c'est une chose. Si en revanche le chef d'entreprise dit: «Vous me faites tout remonter et ensuite on décidera de ce qu'on fait», bah là la question de l'autorité peut clairement se poser. OK. Alors Virginie, je te laisse peut-être prendre la parole si c'est sur ce sujet. Ouais, non, j'avais juste une question parce que ça m'intéressait par rapport à la compétence et l'histoire justement par exemple, du responsable financier à qui on va donner la délégation de pouvoir. Donc finalement, pour prouver que cette personne-là est compétente, ce serait quoi? C'est juste, par exemple, justifier d'une formation sécurité, par exemple? En fait, il faudrait justifier que la personne a une formation, que c'est son domaine d'activité et que au jour le jour, elle travaille dans ce domaine. Vous voyez? Si par exemple le DAF reçoit une formation sécurité sur les machines, une seule formation, alors que son activité de tous les jours, c'est finalement la gestion financière de l'entreprise, ce ne sera pas suffisant. Même on se demandera pourquoi un comptable ou un financier au sein de l'entreprise a accepté une délégation de pouvoir sur le sujet. Et même en pratique, alors sauf si vous avez un cas différent, mais je doute que vous trouviez une personne qui acceptera de prendre à sa charge une responsabilité pénale pour un domaine de compétences qui n'est pas le sien. Il y a même Et alors, plus souvent. Oui, s'il a dans ses équipes, par exemple, un responsable HSE, oui. C'est cette personne-là plutôt qui devra avoir la délégation de pouvoir, d'accord. à condition que cette personne accepte aussi la délégation de pouvoir, parce qu'on ne peut pas l'imposer. Et si c'est... Ouais, ok. On ne peut pas lui imposer. Et j'ai eu des situations chez un client qui installait des éoliennes. Et pour ces éoliennes, avant de pouvoir l'implanter, parce que c'est effectivement une construction qui est quand même assez conséquente, les équipes plantaient des détecteurs qui montaient quand même à 10 mètres de hauteur et qui étaient censés prendre des mesures, vitesse du vent, etc., etc., et tout un autre paquet de données qui seraient nécessaires ensuite pour l'implantation de l'éolienne. Mais sauf qu'on peut imaginer que 10 mètres, c'est haut. Et quelqu'un qui va monter à 10 mètres pour justement installer les équipements, etc., il y a un risque de chute. Et donc, les project managers de cette équipe n'étaient pas en nombre suffisant pour pouvoir aller à chaque fois sur site et puis pouvoir s'assurer que tout était bien mis en place. Donc, ce qui avait été décidé, c'était de dire, bon ben, pour certaines équipes qui disposent de responsables HSE, on va leur donner une délégation de pouvoir. Comme ça, ils auront au moins la possibilité, quand les project managers sont déjà pris ailleurs, de venir sur certains sites et de s'assurer que la sécurité est bien mise en place sur ces sites. Les personnes n'ont pas voulu. Elles ont dit: «Moi, je refuse de signer une délégation de pouvoir, je ne veux pas prendre cette responsabilité». On ne peut pas les forcer. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est qu'ils ont délégué en externe à un CSPS, d'un bureau de contrôle, qui, pour certaines missions, il facturait son intervention pour s'assurer que c'était bien dans le clou. Et pourtant, la pose de ce capteur de 10 mètres ne rentrait pas dans les cas spécifiques où on a la nécessité de faire venir un CSPS, parce que le CSPS est obligatoire pour certains chantiers. Là, c'était pas le cas. Voilà, donc on peut pas forcer les gens à accepter une responsabilité qu'ils souhaitent pas avoir. OK, merci C'est beaucoup. clair, merci. Je vous en prie. Du coup, alors si vous avez encore 5 minutes, Anne-Sophie, il y a encore quelques questions. Vous me Oui, oui, dites, bien sinon, sûr. sinon je... Non, non, aucun problème. OK, super. Alors du coup, une petite question par rapport au statut de témoin. Mmh. Est-ce qu'on peut, en tant qu'employeur, obliger le témoin à se présenter, même si il indique justement ne pas se sentir apte à vivre cette expérience? Alors, en tant qu'employeur, moi, c'est une recommandation que je donne, c'est qu'il ne faut pas envoyer quelqu'un à y aller s'il se sent pas. Pourquoi? Parce que, a fortiori par l'employeur. Souvent l'employeur, c'est quand même celui qui va être entendu. Alors il peut être entendu comme témoin lui-même, mais il est peut-être aussi entendu comme suspect, d'accord? Même si après il y a pas de poursuite contre lui, hein. Mais, on va travailler avec tous les gens qui sont convoqués comme suspects à une stratégie pénale et envoyer un témoin qui a peur, et surtout il est pas en présence d'un avocat, quelqu'un qui a peur, il est incontrôlable. Et quelqu'un qui est incontrôlable, il peut carrément vous détruire une stratégie. Donc, il vaut mieux envoyer des gens qui seront
Et je dis encore ça sans aucun jugement, parce que psychologiquement, c'est très dur d'assister à un accident, Oui. même quand c'est pas quelque chose qui entraîne un décès. Chacun prend l'information et le digère comme il peut. Donc, si on est en face de quelqu'un qui ne se sent pas, qui a peur et dont on va pas finalement se dire qu'est-ce qu'il va dire, et ça va peut-être être plus contre-productif pour l'entreprise et pour le chef d'entreprise, mieux vaut soit essayer de le rassurer, mais c'est quand même complexe, soit essayer de voir avec l'inspection du travail, en disant, écoutez, moi j'ai quelqu'un d'autre à envoyer si possible, est-ce que vous êtes sûr que vous voulez cette personne-là? Mais c'est l'inspection du travail ou l'OPJ qui va décider. Généralement, bon, quand il voit que c'est quelqu'un qui est complètement à paniquer, j'ai eu le cas, une personne qui était, mais on ne pouvait pas évoquer l'accident devant lui sans qu'il devienne rouge, sans qu'il se mette à avoir les larmes aux yeux et sans il devenait mutique en fait. Et cette personne-là, en fait, ressentait une énorme culpabilité d'avoir assisté à l'accident de son collègue. Voilà, je pense que s'il y était allé, il était prêt à incriminer tout le monde pour essayer de soulager sa conscience, alors que lui n'avait absolument rien à se reprocher, il avait fait les choses très très bien. Mais donc du coup, c'est vrai que lui, l'inspecteur du travail dit, mais je vais vous envoyer les questions et puis vous y répondrez, mais ne venez pas directement sur place, parce que je pense de toute façon, il en aurait rien tiré, parce qu'il était incapable de dire quoi que ce soit. Ok, ok, super. Alors deux questions un peu qui se chevauchent un peu, mais que se passe-t-il si un collègue avait connaissance d'un risque et que délibérément il n'a pas reporté le risque à la direction? Et un peu dans la même veine, que se passe-t-il si le salarié n'a pas respecté une règle de sécurité émise par l'employeur? Donc j'estime, enfin, je comprends que dans les deux cas, il y a eu un accident qui s'est produit. On Oui, part du oui, oui. principe de ça. Ouais. Ok. Ouais. Donc le cas de figure où c'est le salarié qui a commis une faute et qui a entraîné un accident, en fait, il faudra voir au cas par cas. Si la faute du salarié est, comment dire, l'élément exclusif et unique qui a conduit à l'accident, sans qu'il ne puisse être absolument rien reproché à l'employeur à ce moment-là, il n'y a pas de responsabilité pénale. Mais les cas finalement où c'est le salarié qui est le seul fautif sont vraiment euh, extrêmement rares. Ça va être, j'imagine, un salarié qui va se jeter sous les roues d'un chariot élévateur, j'en sais rien. Ouais. Mais le cas de figure où le salarié est le seul fautif, par exemple, si je reprends la situation de l'irradiation, euh, il avait été envisagé de dire que c'était la salariée qui a été. Alors, sachant qu'en plus, les juridictions n'aiment pas trop qu'on rejette la faute sur le salarié. On avait dit c'est la salariée qui, en fait, a commis une faute parce qu'elle savait très bien qu'il fallait appuyer sur le bouton pour arrêter manuellement la machine avant de pénétrer dans le local où était la machine. Elle l'a pas fait, elle n'a pas respecté les règles qui avaient été mises en place par l'employeur. C'est elle qui a commis une faute et qui a créé son risque. Voire même, elle aurait pu causer un dommage à un autre salarié. Si le salarié était rentré à ce moment-là dans la pièce en se disant bah, moi j'ai aussi besoin d'utiliser la machine, comme la machine ne s'arrêtait pas automatiquement, le salarié aurait pu rentrer et être impacté. Dans ces cas-là, dans cette situation, la salariée a été considérée uniquement comme victime et indéniablement une victime dans la situation, mais il y avait d'autres éléments qui allaient à l'encontre de l'employeur personne morale, qui ont fait que ça ne pouvait pas être exclusivement la faute de la salariée, et dans ces conditions, ça ne peut plus exclure la faute pénale de l'employeur. Donc ça, c'est pour le premier élément. Pour l'élément du salarié qui va cacher une information à son... Donc il sait que son collègue commet une faute et finalement il ne dit rien à son entreprise. Euh, bon, ça, ça peut dépasser aussi le cadre simplement pénal, mais peut-être que c'est aussi... Il faudrait comprendre les raisons pour lesquelles il ne veut pas dénoncer son collègue. C'est peut-être, je sais pas, c'est une habitude prise. Si je pense par exemple à une situation d'un employeur qui m'avait dit que ses équipes, donc ils transportaient, ils font du désamiantage et
ces salariés transportent parfois des énormes sacs de produits amiantés et issus de retraits de chantier. Et évidemment, il faut que ça réponde à une certaine norme pour éviter que ça se déverse, etc. Et donc les salariés, eux, pour que ça aille plus vite, ne fermez pas aussi, dans les règles de l'art, on va dire, les sacs qui étaient ensuite embarqués. Si jamais ça tombe par terre, bah, vous imaginez, ça se déverse des produits contenant de l'amiante. Bref. Et la raison qui était invoquée, c'était de dire, bon, on va plus vite en faisant comme ça, parce que ça nous prend plus de temps de sangler bien le truc. On pourrait éventuellement se dire, bon, ben, il y a un collègue qui, lui, est très consciencieux, il fait bien le boulot. L'autre collègue qui, lui, est moins consciencieux, il fait pas le boulot. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je dénonce à l'employeur le fait que mon collègue le fait pas? Bon, je peux comprendre celui qui ne dénonce pas, finalement, sauf si il porte une responsabilité. Si c'est le responsable HSE, par exemple, et qui, au titre il a une délégation de pouvoir, ou même si c'est le responsable HSE et qui va pas aller voir l'employeur en disant, écoutez, j'ai remarqué qu'il y avait quand même une problématique. Bon, est-ce qu'il finalement il réalise bien son travail? Et la question peut se poser. Si en revanche ce sont deux collègues qui n'ont pas de rôle spécifique en matière de santé sécurité et qu'on veut juste pas dénoncer le collègue, après faut voir aussi ses valeurs personnelles. Est-ce qu'on veut si on est au courant qu'un collègue se met en risque, qui veut pas le faire, qu'on l'a mis en garde, soit personnellement, on n'a pas de responsabilité pénale. Après, est-ce qu'on n'irait pas quand même le signaler à l'employeur en disant, écoutez, voilà, il y a un collègue qui se met à risque pour le bien du collègue. Ça, c'est après chacun en son âme et conscience. Oui, ok. Alors, une question aussi sur l'inspecteur du travail. Est-ce qu'il peut rédiger un procès-verbal de fermeture d'une machine sans être passé par l'étape de mise en demeure? Donc ce que vous voulez dire, c'est que il a fait des observations sur la machine, Oui. qui par exemple dit voilà, il faut que vous fassiez des constatations, enfin voilà, il faut mettre en œuvre telle et telle mesure. Ça n'a pas été fait, il les a pas mis en demeure, et derrière il a dressé un PV d'arrêt de la machine. Bah, en fait, ce que j'en comprends, c'est qu'en fait, est-ce que l'inspection du travail a entre guillemets, une cascade, enfin une procédure à respecter? Est-ce qu'elle doit d'abord faire des observations, ensuite faire une mise en demeure si ça n'a pas été fait, et ensuite faire un PV? Est-ce qu'elle est obligée de respecter en cascade cette procédure, ou est-ce qu'elle peut faire direct, j'arrive sur site, je mets un PV, ou direct, je mets une mise en demeure, par exemple? Normalement, il y a quand même mais encore une fois, ça dépend de la gravité des éléments. C'est d'abord, on constate, on fait des observations. Ensuite, on met en demeure de réaliser. Et puis, si jamais c'est pas fait, on fait un PV qui constate voire on dit on arrête la machine, quoi, si c'est vraiment gravissime. S'il dresse tout de suite le PV, c'est parce qu'il considère que c'est tellement à risque qu'on n'a pas de raison de laisser les observations. On n'a pas forcément le temps de laisser de formuler des observations, puis après de mettre en demeure, et ensuite de dresser le PV. C'est parce que lui, il va se dire, voilà, c'est qu'il considère que le risque est tel qu'il a un pouvoir en fait d'arrêt de la machine tout de suite. Alors du coup, est-ce qu'il y a une sorte de, entre guillemets, «voie de recours» par rapport aux décisions de l'inspection du travail? Ou est-ce que, voilà, une fois qu'une décision est prise par l'inspection du travail, voilà, il n'y a pas de recours possible, elle a arrêté sa décision, et en fait l'entreprise, imaginons qu'elle n'a pas le même avis sur la situation, Oui, l'évaluation du danger, oui. enfin, qui peut être l'arbitre, en fait? Mmh. Oui, alors après, c'est sûr que c'est souvent le cas, hein, que l'entreprise, elle, n'a pas forcément la même vision que l'inspection du travail, qui font très bien leur boulot, mais qui évidemment des fois moi ce qu'on dit souvent, c'est: «Oui, bah, ils sont un petit peu maximalistes». Bon, chacun son avis et chacun sa façon de voir les choses. Moi, ce que je recommande dans ces cas-là, c'est d'engager le dialogue, le plus, on va dire, ouvert et constructif possible avec l'inspecteur du travail. Après, évidemment, il y a des personnalités, chacun dans son cas, et que souvent, quand on arrive quand même à échanger avec eux, ça évite des situations qui sont un petit peu trop péremptoires, de style arrêt direct de la machine. Voilà. Si en revanche, bon, si jamais moi, j'ai jamais eu le cas de figure d'une contestation, d'une décision, de l'inspection du travail, mais il y a pas particulièrement de voie de recours, contre on peut le signaler, voilà, en disant on va monter à l'échelon, supérieur en disant: «Bon, bah, mais il y a pas particulièrement dès lors qu'il a quand même des pouvoirs exorbitants
en santé et sécurité, à part mettre en conformité la machine ou dire, écoutez, voilà, vous m'avez arrêté aussi. Vous m'avez arrêté la machine parce que tel et tel élément n'était pas suffisamment en conformité, donc créer un risque particulier pour le salarié. Voilà, je vous confirme que nous avons fait telle et telle disposition depuis. Nous vous demandons de revoir votre position. Ok. Encore une fois, il faudrait voir au cas par cas. Voilà, Oui, c'est ce ça, qui cas m'aide. par cas et dialogue et en fonction de l'inspecteur qu'on a en face. Exactement, Ok. exactement, parce que faut voir pourquoi tout d'un coup il est arrivé, il a arrêté la machine tout de suite. Ouais, il y a un contexte peut-être autour. Ok. Il y a une question qui est intéressante, alors peut-être qui est un peu plus large, mais qu'on pourrait pareil envisager. C'est quelle est la responsabilité de l'employeur quant aux risques psychosociaux? Donc là, pareil, peut-être imaginons qu'il y a peut-être un accident ou quelqu'un qui part en un accident ou qui a fait un burn-out Qui se suicide, par exemple. ou un suicide, par exemple, en effet, Ouais. sur site. Enfin, quid en fait voilà, de l'employeur par rapport à ces risques qui sont D'accord. peut-être plus compliqués aussi. Alors, ça, je ne vous cache pas que ça rentre moins dans mon scope de compétences. Moi, je suis Ok. vraiment plutôt sur les accidents en lien avec la production. En Ok. revanche, j'ai un associé au cabinet qui est spécialiste droit du travail et qui a très récemment donné aussi une formation sur le risque psychologique, notamment le harcèlement au travail, en fait, et les impacts que ça peut donner. Donc, si c'est un thème qui peut intéresser le panel, je serais ravie de vous mettre en contact avec lui. Mais moi, c'est moins mon domaine. Moi, c'est vraiment sur Non, l'aspect mais oui. production. Ok, pas de souci. Non, mais comme ça, du coup, je fais une petite enquête au niveau de la fédération et on verra et Oui, je vous voilà, c'est ça. contacterai là-dessus. Ok. Peut-être une dernière question et après on vous laisse. Alors, si nous n'avons pas énormément de... Non, nous avons, pardon, énormément de sujets sécurité, mais peu de personnes dédiées à la sécurité, donc nous n'avançons pas autant que souhaité. Pouvons-nous considérer que nous n'avons pas eu les moyens nécessaires si un accident arrive sur un sujet identifié, mais qui n'a pas encore été traité parce que trop de sujets à gérer? Alors, donc, encore une fois, il faut bien distinguer les moyens au sens délégation de pouvoir. Et je comprends que là, la question n'a pas de rapport avec la délégation de pouvoir. La situation qui est décrite, elle est très classique dans beaucoup d'industries parce qu'il y a aussi un aspect de vétusté, il y a un aspect de compilation des normes, il y a un aspect de réglementation qui change beaucoup et il y a un aspect évidemment de coûts liés à l'entretien des machines. Donc, ce qui est décrit, c'est le cas dans beaucoup de situations. Maintenant, moi, ce que je recommande, c'est, encore une fois, si on sait déjà identifié quels ont été les risques et qu'on essaye de faire un plan d'action avec les moyens dont on dispose, évidemment. Et ça c'est à la fois petite entreprise et grosse entreprise. L'exemple que je vous donnais tout à l'heure de la balance entre les budgets et le coût, c'est tout simplement, c'est une très grosse entreprise mondiale. Malheureusement, dans le grand groupe, l'entité française est la moins performante. Donc, c'est aussi l'entité vers laquelle ils veulent mettre le moins de moyens. Et ils rentrent en ligne de compte aussi, et c'est tout l'enjeu pour les équipes locales, c'est de dire si le groupe considère que ça coûte trop cher d'entretenir cette usine, bah, ils vont la fermer parce qu'ils ne veulent pas prendre le risque pénal versus trop de coûts. Et ils préféreront délocaliser à un endroit où la réglementation est moins pertinente. Donc c'est vrai enfin, ou moins complexe. Donc pour eux, en tout cas, tout l'enjeu, c'est justement d'avancer en partenariat avec l'inspection du travail, de leur dire on est conscient qu'il y a des choses qui doivent être améliorées. Notre usine, elle date des années 60. Il y a des choses qui doivent être améliorées. Nous, maintenant, aussi, on a un enjeu. Parce que là, ils jouent aussi sur la fibre, quelque part, syndicale. Vous voyez, ils disent, nous, on a un enjeu, c'est de conserver cette usine, c'est de conserver cette usine qui tourne. Donc, on veut bien mettre en place améliorer finalement la sécurité sur site, mais laissez-nous aussi le temps de mettre en place un plan d'action qui est cohérent, parce qu'on n'a pas les moyens. Et là, c'est même pas parce que c'est au stade enfin, c'est au stade de l'entreprise, mais parce que les cordons de la bourse sont tenus par le groupe. Donc ils disent, voilà, c'est pas qu'on ne veut pas, c'est que tout simplement, on fait étape par étape avec ce qu'on peut faire. Voilà. Donc Ok. c'est plutôt essayer de faire comme ça. Après, encore une fois, c'est une réalité que
la mise en conformité avec certaines réglementations, elle est coûteuse, elle est longue, et, et on n'a pas toujours les budgets immédiats pour pouvoir remédier à tout. Voilà, ça c'est certain. Ok, super. Ça n'empêchera pas que s'il y a un accident, il y aura quand même des poursuites pénales qui pourront être engagées, ça c'est sûr. Mais quand on en est au stade où il n'y a pas d'accident et qu'on a un inspecteur du travail qui vient faire des constats, de pouvoir au moins dire ça, ça permet peut-être aussi d'essayer de bâtir une relation qui évite qu'il reste tout de suite un PV disant voilà, vous avez un manquement aux obligations de santé et sécurité. Oui, donc en fait, finalement, c'est construire un partenariat, le dialogue poussé avec son inspecteur pour justement trouver une Exactement. passerelle adoucie Oui, aussi. ben, c'est ça. Après, on sait que les inspections du travail sont généralement pointilleux, un peu à chercher la petite bête. Ils peuvent venir dans l'entreprise sans, comme je disais, sans prévenir. Ils vont chercher. Quand on cherche, on trouve. Donc, mais voilà. Après, on peut tomber sur des gens qui sont plus ou moins oui, pointilleux, ou plus ou moins procéduriers. Voilà, ils sont dans un cadre, on dit voilà, c'est comme ça. Vous avez fait ça? Non. Bon, ben, en tout cas, ça rejoint un peu la question que je vous avez posée tout à l'heure. Les observations, vous les avez respectées? Oui, non. Bon, ben, dans ces cas-là, si vous ne faites pas, je fais une mise en demeure. Et puis si vous ne le faites pas, je fais un PV. Après, dans un cas que j'avais aussi vu, on était sur un inspecteur du travail qui regardait un peu ce qui se passait sur site. Et en gros, en discutant avec un salarié, à un moment en aparté, ils lui ont dit, non, mais vous savez, si vous ne dressez pas un PV de constat d'infraction, l'entreprise ne fera rien. Donc, Ok. voilà. Et finalement, l'inspection du travail, il a réfléchi. Il avait peut-être pas dressé tout de suite son PV. Entre-temps, il y a eu l'accident. Et ben, ça plus ça plus ça l'a incité à dire, bah, maintenant, je vais dresser un PV. Ouais. Mm. Ok. Je crois que j'ai balayé à peu près toutes les questions. Est-ce qu'il y a une dernière question éventuellement du panel? Ou si vous êtes bon, vous me dites. Et éventuellement, si vous avez des questions subsidiaires, on pourra éventuellement faire un petit échange avec Anne-Sophie, vous les poser en bilatéral. Et puis, mais en tout cas, je parle peut-être pour tout le monde, mais c'était très, très intéressant. J'en suis ravie. Je vous remercie beaucoup d'avoir pris le temps. Et puis, on se reparle pour la suite. Voilà, très bien. Bah, je vous souhaite une très bonne journée et une bonne suite de réunion. Le sujet suivant a l'air tout aussi intéressant. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Bonne journée, au revoir.